Bien, bonjour. Alors je vais présenter les grandes étapes de municipalisation du service de l'eau à Paris et je vais présenter en fait non seulement les étapes, le processus de décision et puis ce que nous avons mis en place. Et comme ça, je pourrai après répondre à des questions peut-être plus précises sur certains sujets. Alors, juste en rappel, la France est le pays qui a créé, en fait, qui a vu la naissance des plus grandes multinationales de l'eau au monde, multinationales de l'eau et de l'environnement, Suez et Veolia, qui ont fait leur fortune sur les services aux collectivités et donc sur la délégation de services publics. Donc Paris n'a pas échappé à la règle et ça a été une décision politique prise par l'ancien maire Jacques Chirac de privatiser en fait, de déléguer le service public de l'eau en créant 3 délégations de services publics. Donc il y avait une société d'économie mixte qui était en charge de la production avec un contrat de 25 ans et puis deux contrats d'affermage. Tu vois ce que c'est l'affermage ? 2 contrats aux filiales de Suez et Veolia pour la facturation et la distribution, donc des contrats de 25 ans qui couraient jusqu'en 2009. Donc, là aussi je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en fait il y avait une absence de contrôle de la collectivité sur le service, il y avait une opacité financière très grande et il n'y avait aucune maîtrise technique du service pendant toutes ces années de délégation. Et donc en 2001, il y a eu une nouvelle majorité municipale de gauche, des écologistes et des communistes, et on a décidé de reprendre en main le service de l'eau. Et donc ce changement politique a fait que nous avons décidé justement d'avoir un débat politique sur la question de l'eau. On a d'abord décidé de renégocier avec les distributeurs. Donc ça a été une première étape parce que, comme je l'ai dit, les contrats se terminaient en 2009 et 2011. Donc on n'a pas décidé de casser les contrats, on a décidé de renégocier déjà pour exiger qu'ils fassent des investissements sur le réseau et qu'ils nous rendent une partie de l'argent sous la forme d'investissement. Et ça c'est un point important parce que même si on a exigé des distributeurs qu'ils fassent c'était donc des négociations, elles ont été conclues en à peu près 2004. Et donc on a exigé pendant les 5 années qui restaient des contrats qu'ils fassent à peu près à hauteur de 150 millions d'euros de travaux d'investissement sur le réseau. Mais malgré ça, d'abord on voyait bien justement avec ces négociations qu'on avait une très grande difficulté à maîtriser le service, qu'ils avaient l'ensemble des informations qui justement faisaient qu'en fait il n'y avait pas de contrôle technique possible. Et donc ça nous a conduit à avoir une réflexion générale sur une nouvelle organisation du service de l'eau et donc avec l'idée de ne plus renouveler les contrats à la fin de leur durée. Donc on a lancé des études, il y a eu toute une réflexion qui s'est mise, qui s'est faite avec notamment au niveau politique, au niveau de l'administration, et la décision a été prise par le maire de Paris, alors Bertrand Delanoë, de ne pas renouveler les contrats au privé s'il était réélu. Et ça, c'est un engagement qu'il a pris aussi lors de la campagne municipale pour sa réélection en 2008. Et ça aussi, c'est un point important parce que c'est très particulier à Paris. C'était vraiment d'abord et avant tout une volonté et une décision politique. Parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation citoyenne massive. Il y a eu quelques personnalités qui ont manifesté le fait qu'ils voulaient revenir en gestion publique, mais il n'y a absolument pas eu, comme à Montpellier, comme évidemment beaucoup en Italie, il n'y a absolument pas eu de mobilisation associative et citoyenne. C'est-à-dire que si le politique n'avait pas décidé de reprendre en main la gestion de l'eau, aujourd'hui on avait toujours encore Suez et Veolia. Et bon, donc on a été réélu en 2008, on a été réélu en
sociétés d'économie mixte de production, et les fonctions de distribution avec le personnel de distribution dans un même opérateur, donc la régie publique de l'eau, qui est devenue totalement opérationnelle le 1er janvier 2010. Alors justement, non, sur la facturation, ça c'est un point important. Je peux le traiter maintenant. C'est que, en fait, la facturation, elle était faite par le privé. La gestion commerciale avait toujours été faite par le privé. Et un des points que j'ai réussi une des avancées que j'ai réussi aussi à obtenir, pour le coup là aussi, d'un point de vue politique, c'est que nous créions, dans cette nouvelle régie, un service de relation avec les usagers, et donc qui soit en charge totalement de la facturation. Donc il n'y ait plus cette gestion commerciale, et donc cette gestion de la trésorerie aussi, par la facture, faite par le privé. Et ça, c'est un point important. Je peux dire encore un mot, tu me le dire. Parce que ça, ces métiers n'avaient jamais été faits par le public. Et ce que tout le monde pensait, c'est que le public ne pouvait pas faire. Et donc la démonstration était de dire qu'on peut créer aujourd'hui un service public et qui même reprend des nouveaux métiers qui n'avaient jamais été exercés auparavant par le public. Et aujourd'hui, on a un service qu'on appelle usager et clientèle, et qui a même été récompensé par, il y a une sorte de label, comme le meilleur service client pour la distribution d'eau. Donc pour nous, c'est une fierté parce que ça veut dire qu'un service public peut être même encore plus efficace que d'autres services privés sur les métiers facturation. Donc ce service, cette régie est totalement opérationnelle, comme je l'ai dit, depuis le 1er janvier 2010, sur tout ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, donc du prélèvement, la production jusque la facturation. On a effectué cette grande réforme en un temps très court, parce qu'on l'a fait en 1 an et demi pour être prêt à la fin des contrats des distributeurs, ce qui était une vraie gageure pour le personnel. On comprend gageure, un vrai défi pour le personnel, parce que ça a été un énorme chantier, un énorme travail pour créer ce nouveau service qui est aujourd'hui la plus grosse entreprise publique locale d'eau en France. Bon, donc je ne vais pas détailler tous les processus de transformation, je pourrais répondre aux questions. Ce qui me semble aussi important, c'est de dire ce qu'on a créé et ce sur quoi on a on a beaucoup innové avec cette réforme. Parce qu'on est passé d'une gestion privée à une gestion publique, mais on a voulu aussi démocratiser la politique de l'eau. Donc on a mis en place des nouveaux outils de participation des associations et des citoyens. Donc il y a un observatoire parisien de l'eau qui est un lieu ouvert au public où on peut retrouver toutes les associations qui souhaitent s'intéresser aux enjeux de l'eau, les syndicats, les élus, des chercheurs, des personnes plus ou moins concernées par la gestion de l'eau, mais tout citoyen parisien peut y participer, et c'est un lieu qui débat sur la politique municipale de l'eau. Donc c'est pas un lieu de décision, puisque c'est toujours le Conseil de Paris, donc l'Assemblée délibérante qui décide, mais par contre, il y a une forme d'obligation. En fait, il n'y a pas de statut juridique, ou il n'y a pas de cadre légal. Là aussi, c'était vraiment une volonté politique de créer ce lieu-là, comme ça a été une volonté politique d'obliger les services, que ce soit au Paris ou les services de la ville, à faire passer tous les grands documents d'actes de gestion, toutes les délibérations concernant la politique de l'eau, de faire passer tous les rapports avant l'Assemblée délibérante devant l'Observatoire de l'eau. Donc c'est vraiment une voie consultative, et ils ont voix au chapitre sur les grands enjeux de l'eau, même si après c'est le Conseil de Paris qui décide, mais c'est une étape obligatoire quand même avant vote. Alors une autre avancée aussi démocratique importante, c'est que la régie a un conseil d'administration. Donc dans ce conseil d'administration, il y a des élus, donc des élus de la ville,
mais aussi des représentants du personnel et des représentants des associations et de l'Observatoire de l'eau qui ont voix délibérative, comme les élus. Donc ça permet d'avoir aussi une forme de contre-pouvoir citoyen et associatif au sein même du conseil d'administration de la région. Alors, cette réforme aussi de changement de mode de gestion, on l'a également accompagné d'une politique sociale. Donc nous, on n'a pas mis en place une tarification sociale de l'eau. Par contre, on a toute une politique d'aide sociale à l'eau. Donc c'est via, là aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des aides via un fonds qui permet le traitement des impayés d'eau, via des aides eau, via des aides au logement, des conventions avec les squats aussi. Donc c'est vraiment toute une politique d'accompagnement des plus précarisés dans la ville de Paris pour qu'il n'y ait aucun problème ni de coupure d'eau, ni de dette, d'endettement pour l'eau. Bon, comme il est déjà 5h moins le quart et qu'on pourrait en parler des heures, moi la seule chose que je vais dire un peu en conclusion, c'est qu'on a, d'abord, on a prouvé qu'il était possible de passer d'une gestion privée à une gestion inclusive, qu'il était possible de créer un nouveau service avec des nouveaux métiers dans le cadre d'une mission de service public. Ça fait 5 ans maintenant que c'est totalement opérationnel et qu'il n'y a eu jamais aucune rupture de service et d'approvisionnement. Qu'on a prouvé aussi qu'on pouvait avoir une gestion on va dire, plus économique, puisqu'on a fait des gains à peu près de 30 à 35 millions d'euros dès la première année, à la fois en internalisant la rente économique, je comprends, et en créant justement cet unique opérateur, ce qui nous permet d'avoir une politique d'investissement toujours très élevée et en même temps de baisser le prix de l'eau qui avait par contre augmenté continuellement pendant la délégation de service public. Donc on va dire même nos adversaires, parce qu'il y a, vous pouvez vous en douter, les lobbies de l'eau en France est extrêmement puissant et a des relais politiques, syndicales, même au niveau de la recherche académique, a des relais importants, mais même les adversaires reconnaissent que c'est une réussite, c'est-à-dire qu'on a pu changer de mode de gestion et même non seulement changer de mode de gestion de manière réussie, mais même montrer et innover, montrer qu'on peut faire des innovations, notamment en termes démocratiques. Et ce que je constate, c'est que les grands groupes privés, par exemple, se sont beaucoup inspirés aussi de ce qu'on a fait. Maintenant, quand ils vendent leurs nouveaux contrats, souvent ils enrobent ça de gouvernance, de démocratisation de l'eau. En réalité, il n'y a rien qui se fait concrètement, mais il y a eu un changement de discours et quand même un peu une rupture dans le monde de l'eau suite au retour en gestion publique de Paris. Voilà, de fait, ça a modifié le marché de l'eau en France et ça a obligé les grands groupes maintenant, en fait, c'est un peu inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, les grands groupes arrivaient de manière très, comment dirais-je, très péremptoire, très puissante face aux élus en disant voilà, nous allons gérer le service, vous n'avez pas vraiment votre mot à dire, pas votre regard. Et donc, aujourd'hui, même ceux qui ne reviennent pas en gestion publique et même ceux qui conservent la délégation, ils demandent plus de comptes. C'est pas idéal, mais il y a eu de vraies négociations quand il y a eu le renouvellement de contrat. Parce que les politiques disaient dans ces cas-là, si vous ne voulez pas nous faire de meilleures conditions, on revient en régie. Il y a de plus en plus aussi de collectifs d'usagers d'associations qui demandent des comptes. Et donc ça a quand même bougé le paysage de l'eau en France vers une tendance plus grande, en tout cas de gestion publique, même si ça n'est pas encore majoritaire, mais ça a quand même modifié assez considérablement, on va dire, les termes du marché, et notamment la position un peu prédatrice qu'avaient